Bonsoir. 6 ans après la fin de la guerre froide, les conflits n'ont pas diminué à travers le monde. Ils semblent au contraire avoir trouvé de nouvelles dynamiques. Alors je vous propose de réfléchir sur les origines et les moteurs de ces conflits actuels, d'essayer de mettre un petit peu d'ordre dans notre perception des guerres, faire aujourd'hui au fond un petit peu de classement. Voici, s'inscrivant sur la carte, tous les lieux actuels de conflits ouverts à travers le monde. Évidemment, les liens n'apparaissent pas. Donc, rangeons tous ces conflits en 4 catégories. Première catégorie, les conflits de minorité. Il s'agit là de l'opposition entre un groupe majoritaire et une minorité qui lutte pour ses droits religieux, politiques, linguistiques. C'est par exemple ce qui oppose en Birmanie les Karen ou Karenni à la junte militaire au pouvoir, dont le seul mode de dialogue et de négociation avec les minorités est répressif ou militaire. Et ce qui est frappant, que ce soit en Birmanie ou au Soudan, c'est que le groupe minoritaire, en fait, ne menace pas le pouvoir en place. Or, ces revendications, justement, sont perçues comme menaçantes. On est bien là dans le registre de la peur de l'autre qui entraîne si souvent l'engrenage de la guerre. Regardez par exemple le conflit au Sri Lanka. Dans cet état de l'océan Indien cohabitent plusieurs peuples qui pratiquent plusieurs cultes. Les Singalais sont près de 13 millions, ils sont majoritaires, ils contrôlent la vie politique et l'armée, et ils sont bouddhistes. Les Moors vivent sur la côte Est, ils sont environ 1 200 000, et ils sont musulmans. Et enfin, les Tamouls sont plutôt au nord et à l'est de l'île, ils sont environ 3 millions, et ils sont principalement hindouistes. Ils constituent une branche de la communauté tamoule indienne du Tamil Nadu, qui compte, elle, plus de 50 millions d'individus. Eh bien, c'est précisément cela qui effraie les Singalais et qui alimente depuis plusieurs siècles une sorte de complexe face à la communauté tamoule. Le pouvoir singalais a donc favorisé l'ethnie singalaise et le bouddhisme dans tous les rouages de la société pour se protéger contre une menace avant tout virtuelle. Et avec les années, ces mesures discriminatoires ont eu pour effet de réveiller l'identité des Tamouls du Sri Lanka. Vous voyez sur la carte les zones d'opération des tigres, c'est-à-dire les forces de la guérilla tamoule. Eh bien, elles ont radicalisé leur lutte pour l'autonomie, puis pour l'indépendance, et le résultat du processus donne un mélange de fanatisme ethnico-religieux et une guerre civile, localisée mais tout de même de grande ampleur dans ce pays. Ce qui fait que le conflit sri-lankais n'est plus seulement un conflit de minorité. Il appartient à une deuxième catégorie dans notre classement, ce sont les conflits séparatistes. Le dénominateur commun, c'est qu'on a affaire là à des peuples qui se battent pour leur indépendance. Par exemple, la Tchétchénie, l'Irlande du Nord se rangent très bien dans cette catégorie. C'est-à-dire des peuples qui s'opposent à leur état d'origine, qui lui s'efforcent de leur interdire l'accès à l'autonomie. Troisième catégorie maintenant, les conflits de pouvoir. Là, c'est la lutte pour le pouvoir, c'est-à-dire une guerre pour la maîtrise du pouvoir politique. Ce sont sans doute les conflits les plus nombreux, que ce soit les plus récents, comme au Rwanda ou au Burundi, ou les plus anciens, comme l'Afghanistan. Et c'est dans les conflits de pouvoir que l'on peut inscrire la guerre civile en Algérie. Vous voyez, sur la carte de l'Algérie, la zone de guérilla est celle des maquis. Certains analystes y voient un conflit religieux opposant les musulmans modérés à d'autres musulmans plus extrémistes. Or, il s'agit en fait d'une guerre qui oppose l'État algérien, tenu par un parti uni qui refuse de partager le pouvoir, le FLN, à un parti virtuellement totalitaire qui s'appelle le FIS, et son bras armé, le GIA. Revenons maintenant au planisphère pour une dernière catégorie, les conflits de territoire. Là, le but de la guerre, c'est d'avoir le contrôle exclusif d'un territoire
soit pour les ressources, comme entre le Nigeria et le Cameroun, qui s'opposent militairement pour une nappe de pétrole sur leurs frontières, le contrôle de la sécurité, comme au Liban Sud, où sont stationnées des forces israéliennes, ou le contrôle des populations par la pratique de l'épuration ethnique, comme en Bosnie, qu'on hésite à enlever de ce planisphère de 1997, tant la paix y paraît fragile. Donc, en résumé, des conflits de minorités, séparatistes, de pouvoir ou pour le territoire. Alors, quelles observations peut-on faire sur cette carte générale? D'abord, il n'y a quasiment plus de guerre entre deux États, comme entre l'Irak et l'Iran, ou autrefois comme entre la France et l'Allemagne. On a au contraire une augmentation des conflits à l'intérieur même des pays, comme en Algérie ou au Soudan, et ils sont tout aussi meurtriers que les guerres dites traditionnelles. Ensuite, on n'a plus comme avant deux armées face à face. Ce sont les populations civiles qui sont les cibles. Elles sont enclavées à Bougainville, elles sont terrorisées en Algérie, elles sont affamées par les bandes armées au Sud-Soudan, elles sont déplacées de force en Birmanie, elles sont visées par les bombardements sur Kaboul en Afghanistan, elles sont purifiées en Bosnie, elles sont massacrées au Burundi ou au Rwanda. Alors on voit bien l'inadaptation des instruments pour régler ces conflits. La logique des chapitres 6 et 7 de la Charte des Nations Unies portait sur le règlement des conflits entre États. Or, les conflits à solutionner aujourd'hui sont à l'intérieur même des nations. Le principe de non-ingérence interdit aux Nations Unies de lancer une opération de maintien de la paix en l'absence de l'accord du pays touché lui-même par le conflit. Alors on voit ce que cela donne au Soudan ou bien encore évidemment en Tchétchénie. Et puis que faire quand l'État n'existe plus? Qui est responsable en Somalie, en Afghanistan, au Libéria? Quel interlocuteur choisir? Et avec quelle légitimité? Et puis, les guérillas n'ayant plus l'appui des grandes puissances pour des raisons stratégiques évidentes, elles ont dû trouver d'autres modes de financement, le pillage, le rançonnage, les réseaux mafieux, les réseaux de drogue, ce qui fait que la guerre devient un mode de production des richesses en soi. On a donc une victimisation croissante des populations civiles, couplée à une impunité croissante des responsables, qu'ils s'appellent Mladic, Karadzic, Saddam Hussein, le général Than Shwe en Birmanie, le colonel Bagorosa au Rwanda. Comme l'ont très bien compris les Bosniaques à Srebrenica, arrêtons de parler, comme le font les médias, de la communauté internationale. Elle n'existe pas. Il y a des intérêts et c'est tout. La morale n'est pas un paramètre de décision. Tout cela aboutit évidemment au rôle croissant des humanitaires appelés à se substituer aux acteurs politiques. Or, à chacun sa fonction et à chacun ses responsabilités. Shimon Peres a dit « l'intellectuel est responsable pour le doute et le politique est responsable pour le choix ». Eh bien, messieurs, sachez que nous n'avons plus confiance dans vos choix.